Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, nous rencontrons une femme pétillante, débordante d'énergie, au parcours riche et inspirant. Son leitmotiv? Pour changer et évoluer, il faut comprendre et pour communiquer efficacement, il faut savoir connecter avec l'autre. Elle est humble, généreuse, dotée d'une grande écoute et d'un charisme incomparable. Son expertise nous aide à redéfinir adéquatement nos propres approches relationnelles. Elle est conférencière, formatrice, autrice de 2 livres dont le best-seller Choisir et être choisi, en plus d'être l'experte invitée de l'émission Ma mère, ton père sur les ondes de TVA au Québec. Veuillez accueillir mon amie, ma collègue, Sylvie Tifo. Sylvie Tifo, bonjour. Bonjour Vincent. Comment ça va? Je vais très bien, puis je suis enchantée d'être avec toi et tes auditeurs. Enchantée. Ben, c'est tellement un grand bonheur pour moi que tu sois là. Donc, vraiment, je pense qu'on va passer un bon moment. Déjà, on se connaît un tout petit peu. J'ai l'impression qu'on va passer un bon moment ensemble et je suis convaincu que les auditeurs auront autant de plaisir. Sylvie, je le mentionnais en entrée de jeu, tu es une femme au parcours riche, tu es une femme inspirante. Ben justement, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Sylvie Tifo et c'est quoi son parcours? Ben, je vais te parler de moi en 3 décisions qui ont toutes affecté, eu un impact sur mon destin professionnel qui fait que je suis avec toi aujourd'hui. Fait que je vais décrire ça en 3 décisions. La première, elle date de très longtemps, quand j'étais en première année de cégep. Là, il fallait que je décide dans quoi aller étudier après le cégep. Tu sais que c'est une grosse décision. Puis là, il y a un combat qui s'est installé entre ma tête puis mon cœur. Puis il y avait ma tête et ma mère qui disaient va étudier dans quelque chose où il y aura du travail après. Puis il y avait mon cœur qui disait va étudier dans ce que t'aimes, puis tu t'organiseras bien quand ça sera le temps pour trouver du travail. T'sais. Puis là, le combat là, fut épique. Puis c'est mon cœur qui a gagné. Puis là, je suis allée étudier en communication. Et ça a été une première décision qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact parce que j'ai adoré ça. Puis, quand j'ai commencé à chercher du travail, à cette époque-là, il n'y en avait pas comme aujourd'hui. Puis, j'ai trouvé du travail en ressources humaines et j'ai vu que de la communication, il n'y en avait pas seulement quand tu étais dans les médias, mais il y en avait partout au milieu de travail. Puis, j'ai aussi découvert à quel point au travail, ce qui nous pèse le plus, ce dont on parle le plus, c'est généralement tout ce qui est relationnel. Les employés n'ont pas compris, je leur avais dit de faire ça, c'est pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi mes collègues me donnent pas ce que je leur ai demandé à temps? Gérer son patron, comment c'est lourd quand tu aimes ce que tu fais, mais que tu as de la difficulté avec la relation avec le supérieur. Bref, j'ai découvert que la relation personnelle, la communication au travail, c'est ça qui nous bouffait le plus d'énergie. Puis là, j'étais en ressources humaines. J'ai eu un parcours dans les premières années, Vincent, où est-ce que, concours de circonstances, là, j'ai eu des promotions assez rapprochées. Puis ce qui a fait de moi une très jeune directrice de ressources humaines. Puis j'ai beaucoup appris sur le tas. Et je me suis spécialisée en relations de travail. Mais j'ai vu là, que ce que je préférais dans tout le domaine, c'était la formation. Alors, après quelques années, ce que j'ai choisi de faire, là, ça m'amène à ma deuxième décision qui a eu de l'impact, c'est que là, j'ai décidé d'aller travailler en formation. Et j'ai mis une bouteille à la mer. Là. Littéralement, dans ce temps-là, on postait nos CV. Tu sais. Je le sais qu'il y a des auditeurs qui n'étaient pas au monde à cette époque-là. Je ne peux rien faire pour eux. Okay? C'est une époque qui a existé. Mais ça existait, effectivement. Ça a existé.
Puis j'ai envoyé mon CV, j'ai fait application dans une compagnie merveilleuse qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Cose, C-O-S-E. Puis ils m'ont pris, puis eux autres, ils font de la formation dans les entreprises et ils m'ont dit, tu as juste assez de faux plis pour qu'on puisse faire de toi une conseillère Cause. Et à cette époque-là, ils avaient un programme de développement à l'interne qui durait 2 ans. Wow. Et tu sais, Vincent, aujourd'hui, tu es employé dans une nouvelle job, là, ils te donnent ton ordinateur, puis tu as déjà 78 courriels en retard avant d'avoir commencé à travailler. Tu sais, fait qu'oublie ça, le développement à l'interne. Bref, j'ai appris le métier de transmettre du savoir, d'écouter, d'avoir une approche conseil. J'ai adoré ça aussi. Puis j'ai appris des tonnes de principes de gestion puis de communication. J'ai appris à les transmettre. L'affaire, c'est que je me disais, hey, c'est pas parce que tu le sais que tu le fais. Moi, j'apprenais plein de choses qui me faisaient penser à ma vie d'avant, où je me disais, hey, si j'avais connu l'existence de ces principes-là, quand moi, j'étais dans un poste de professionnel ou de gestion et ma vie flashait devant mes yeux, je me serais prise autrement à plusieurs reprises. Fait que c'est ça qui m'a amené à prendre la décision d'aller travailler dans des postes sur le terrain pour appliquer ce que j'avais appris du côté de ceux qui l'enseignent. Fait que ça a été mon deuxième chapitre qui a duré peut-être une vingtaine d'années. Puis là, j'ai été dans des entreprises dans le milieu manufacturier, j'ai travaillé dans l'industrie de la construction, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Puis là, ben, j'avais, comme la majorité des gens, là, un patron, des collègues, des clients, des fournisseurs, puis des vrais problèmes. Il fallait que je mette en application ce que j'avais appris. Ça marche, ce qu'on apprend, mais souvent, c'est comment je vais le mettre en pratique qui fait que ça rend ça difficile. Tu sais. Je dis souvent, si tu permets, je dis souvent, entre la connaissance et la compétence, il y a un seul mot, c'est l'action. Et c'est juste d'être capable de le mettre en pratique. Et tout ce parcours-là que tu racontes, ben, pour moi, c'est un exemple concret de, on a beau connaître beaucoup de choses, mais pour être capable de l'appliquer, on a besoin de le mettre en action, de le répéter pour le développer en compétence. Puis je vais plus loin, je dis souvent que ben, pour développer cette compétence-là en maîtrise, ben, il faut continuer encore une fois. L'action, marcher le même chemin jusqu'à la fin. Donc je trouve que, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je trouvais que c'était extrêmement importante on peut prendre des cours en comment avoir une conversation difficile ou comment faire des évaluations qui sont motivantes, mais tant que tu n'as pas réussi à connecter avec l'autre personne, tu n'es pas passé au travers avec elle de ces conversations-là, tu as beau avoir le manuel puis les étapes, c'est pas ça qui produit le résultat. Donc, ta première étape, on peut appeler ça ressources humaines. Oui. Étape, on pourrait appeler ça formation et action. Formation puis gestion, tout à fait. Parce que ce que j'ai appris en rôle conseil, après ça, je le mettais dans des postes de direction que j'avais dans les différentes industries dont je t'ai parlé. Et la troisième décision? Grosse décision, il y a une douzaine d'années où là, moi, j'avais un profond désir qui était de faire plus de conférences. Oui. Et je faisais de la formation. Puis là, j'ai réalisé que si je restais à l'emploi de où j'étais, j'aurais pas le temps de développer ce volet-là parce que tout le temps était pris aux formations d'entreprise. Alors, j'ai décidé de quitter puis de partir mon entreprise de formation et de conférences. Et ça fait 12 ans que c'est ce que je fais. Et en même temps que je partais ma propre entreprise de formation, l'École de technologie supérieure, le directeur de la formation m'a appelé. Puis il m'a dit, Sylvie, on aurait une formation qu'on voudrait donner. On a le titre et les objectifs. Il faudrait que tu montres le contenu. Est-ce que ça t'intéresse? Puis, j'avais un bel historique avec Richard Chénier, qui est la personne qui m'a appelé à cette époque-là. J'ai dit oui. Alors, j'ai monté un contenu. Ils l'ont validé. Maintenant, depuis 12 ans, je donne 3 formations à l'École de technologie supérieure. Je garde ce contact-là parce que c'est une équipe
que j'adore. Et c'est arrivé en même temps que je partais ma propre entreprise. Alors, ça a été la troisième décision qui a été un gros volet. Donc, quand je disais d'entrée de jeu que tu avais un parcours riche et inspirant, je pense que nos éditeurs viennent de le constater assez bien que ce parcours-là était très riche et que déjà tu nous donnes quelques petites perles très intéressantes des communications. Mais j'ai envie de te poser une autre question parce que oui, ce parcours-là, il est riche, il est multiple, il y a eu plusieurs étapes. Si c'était à refaire aujourd'hui, si on parlait à la Sylvie qui est sortie d'université en communication, en date d'aujourd'hui, puis on lui disait si tu avais à poser un regard sur ton parcours que tu viens d'avoir et si tu avais une baguette magique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou tu ferais différemment? Ah oui. J'étudierais plus longtemps, puis je me débarrasserais pas des cours. En plus, toi! moi, là, quand j'avais 15 ans, là, j'ai eu ma première job au McDonald's, puis là, j'ai 62 ans aujourd'hui, j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai jamais arrêté de travailler. Puis, je le recommande pas. Si j'avais une baguette magique, puis je recommençais, là, j'aurais pas 2 jobs en même temps depuis l'âge de 15-16 ans. J'irais pas à l'université à temps plein, à 5 cours par session, avec 2 jobs en même temps. Je resterais à l'école pour profiter d'apprendre plus profondément. Puis j'aimais ça, ce que je faisais. Tu comprends, Vincent? Imagine si j'avais été dans des cours que j'aimais pas. Puis je serais restée à l'école plus longtemps avant d'en sortir. Moi, j'ai une envie qui n'est même pas secrète. Des gens qui disent qu'ils ont fait des doctorats. Moi, j'irais étudier à l'étranger. À mon époque, il fallait avoir des parents très riches pour faire ça. Ouais. Ça a changé. Puis pourquoi je ferais ça? Pour avoir un bassin de connaissances qui soit tellement varié, d'apprendre. Tu sais, moi, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'ai pris des cours à l'université de Oxford pour me compenser ce que je n'ai pas fait quand j'étais à l'âge d'aller à l'université. Je suis une éponge d'apprentissage. Puis quand je lis un auteur que j'aime beaucoup, mon réflexe, c'est de dire, OK, elle, là, lui, là, où est-ce qu'il donne des ateliers en personne que je puisse aller en personne apprendre d'elle ou de lui, tu sais. Fait que ça, si j'avais une baguette magique, là, c'est une des choses. J'ai pas beaucoup de regrets, mais ça, c'en est un. Je trouve ça très intéressant parce que ça m'amène. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. À vouloir tout faire, bien évidemment, il y a des choses qu'on fait peut-être un peu avec moins, disons avec moins de profondeur. Ça me rappelle un peu j'ai écrit un texte dernièrement sur les réseaux sociaux sur le multitâche. Le multitâche, on dit on est bon à faire du multitâche, mais en bout de ligne, ben, on délaisse tous une partie de quelque chose. Et les études le démontrent que c'est beaucoup plus chronophage du multitâche que de nous permettre d'aller plus loin. Donc, je fais un parallèle, entre guillemets, boiteux, mais un parallèle pour dire que si tu travailles 2 jobs puis t'étudies, tu travailles avec 2 jobs puis t'étudies à temps plein, ben c'est certain qu'il y a quelque chose à quelque part qui va immanquablement écoper. Ouais, mais ce que j'aime dans ce que tu as dit et que je trouve qu'il y a une très, très belle leçon et que j'aimerais que les gens le retiennent à la maison, c'est que ben, apprendre, c'est une chose de tous les jours. C'est un geste de tous les jours. Et c'est comme ça, je pense qu'on devient tous meilleurs. Et encore une fois, tant aussi longtemps que l'apprentissage reste dans la zone de la connaissance, ben, ça ne nous donne pas nécessairement les outils pour nous permettre de continuer d'avancer. Mais si cette connaissance-là, et j'aime ton truc, je ne l'avais jamais fait, mais ça m'intéresse, de dire, hey, ce livre-là, ça m'intéresse, est-ce qu'il donne des ateliers en présence, je vais aller le voir. Effectivement, pour le plus possible en apprendre et être capable de les mettre en pratique pour continuer de grandir et d'évoluer. Je trouve ça extrêmement intéressant comme petit truc bien simple, mais très, très valorisant à long terme, je crois. Oui. Tu sais, c'est comme si... moi, je suis une fan finie là, de Céline Dion, tu sais. Ben, d'aller la voir chanter en personne, c'est un plus. Ben oui. Tu l'entends respirer, tu vois comment elle regarde les gens, tu ressens la vibration de sa voix. C'est bon, chacun est fan fini de quelqu'un ou de quelque chose, tu sais.
Puis je pense que ça ajoute à l'ouverture qu'on a de recevoir ce qui est disponible pour nous aider à mieux vivre. Parce que c'est à ça que ça sert à apprendre, à mieux vivre. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Mm. Tu mentionnais dans ton parcours que tu t'es rendu compte dans les ressources humaines, en étant dans les ressources humaines, que ben là, les communications étaient donc importantes dans notre réalité et que c'est pas parce que on étudie en communication que c'est nécessairement juste ce que l'on va faire. Les communications, on l'a dit, c'est aujourd'hui un point hyper important dans les organisations. C'est un enjeu très important. Est-ce que tu te souviens d'un moment précis ou d'un événement ou d'un fait quelconque, une anecdote qui a déclenché cette passion-là chez toi de dire « Hey, pour moi, les relations, c'est le cœur et les communications, c'est le cœur de ce que j'ai envie de faire. » Est-ce qu'il y a un moment charnière à ce niveau-là qui a fait en sorte que Sylvie est devenue un peu la Sylvie avec laquelle on discute aujourd'hui? Je vais t'en donner. Il y en a deux qui me viennent. Parfait. Il y a deux moments charnières distincts. Puis il y a vraiment la première expérience, c'est celle à la maison. Ah. Puis moi, j'ai été élevée par un père de son époque, tu sais. Mm-hmm. Un bon pourvoyeur, travaillant, qui parlait pas et qui avait pas du tout été préparé à ce que sa première enfant soit une fille qui allait devenir une adolescente dans les années 70. Tu sais. Ouais. Fait que de la communication chez nous, il y en avait moins qu'ailleurs. C'est ma perception. Puis quand j'allais chez mes amis, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours des amis, puis j'allais chez mes amis, puis je voyais que les parents parlaient plus à leurs enfants, puis les parents de mes amis s'intéressaient à moi, et j'étais une assoiffée de communication. J'étais une enfant à la personnalité extravertie. Et très tôt dans la vie, j'ai voulu aller étudier en communication parce que je savais que j'avais soif de ça, puis je me disais, il faut qu'il y ait autre chose. Puis ma première pierre de salut, vu que moi, j'aimais l'école, ça a été de me dire, ben, je vais aller à l'école, puis je vais étudier là-dedans. Je vais bien voir qu'est-ce qui existe. Fait que je te dirais, ça a été mon fil conducteur. C'est intéressant, c'est comme si une certaine carence sans jugement que tu vivais est devenue un levier inspirationnel pour toi qui t'a amené à dire il doit se faire d'autres choses ailleurs. Ça a été mon réflexe. Ça a été mon réflexe. Puis j'ai lu, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais j'ai lu dans un très jeune âge, là, au début de la vingtaine, dans un livre de Richard Bach, il disait on enseigne le mieux ce qu'on a le plus à apprendre. Oui. Puis, pour moi, là, c'est tellement vrai. Puis, tu sais, là, moi, je le comprends de la façon suivante. Okay? Si j'ai de la misère en mathématiques, puis je force en mathématiques, puis j'ai pas la bosse des maths, puis il faut que je travaille plus longtemps que mes amis à l'école pour comprendre, tu sais. Bien, le jour où je vais t'enseigner les mathématiques, là, je vais être vraiment bonne. Parce que je le sais combien ça peut être compliqué. Je le sais. Fait que je vais essayer de voir comment toi, tu le vois pour te l'expliquer d'une manière qui marche pour toi parce qu'il a fallu qu'on le fasse comme ça avec moi. Il y a, dans le même ordre d'idée, là, il y a une étude que j'ai lue l'année dernière qui a été faite par un groupe de gens chez Harvard, puis à Harvard, et qui ont étudié les premiers de classe. Puis pourquoi les premiers de classe? Ça ne fait pas nécessairement les meilleurs employés. Puis je t'explique, OK? Puis en répondant à ta question. Tu sais, quand tu es bon à l'école, moi, je n'étais pas bonne en mathématiques, j'en ai fait beaucoup jusqu'après le cégep, parce que ma mère, elle disait ça va ouvrir des portes. Fait que j'en ai fait des mathématiques, mais j'étais pas douée. J'étais douée en français, j'étais douée en anglais, mais je n'étais pas douée en mathématiques. Et là où j'étais douée, moi, tu lisais un texte,
compréhension du texte, moi, je te faisais ça là, sans clignant des yeux. Je suis moins bonne à l'enseigner, ça, parce que moi, je le comprends tout de suite. Je comprends pas que tu comprends pas. Exactement. Fait que les gens qui sont doués à l'école puis qui arrivent sur le marché du travail, ils comprennent pas que les autres employés comprennent pas. Puis quand tu es bon à l'école, tu t'arranges tout seul pour comprendre. Tu poses pas tant de questions. Tu trouves que les gens qui posent des questions, ils sont pas trop vite. Fait que quand tu arrives sur le marché du travail, tu poses pas de questions. Pour un employé, ça, c'est pas une qualité, hein? Quand tu as à gérer une équipe, il s'organise tout seul puis il pose pas de questions. Fait qu'il y a des facilités qu'on a à enseigner quelque chose parce qu'on ne l'a pas eu facile à l'apprendre. D'où la phrase de Richard Bach qui m'a frappée et que je n'ai jamais oubliée. On enseigne le mieux ce que soi-même, on a eu le plus à apprendre. Fait que moi, la communication, là, non seulement je suis assoiffée de ça parce que c'est une carence, comme tu disais, puis ça me nourrit, mais en plus, j'en ai fait le cœur de mes formations parce que je comprends tellement que quelqu'un puisse dire « Ouais, mais moi, je ne le vois pas comme ça, puis moi, je ne le comprends pas de même. » On va le regarder. On va le regarder. J'adore ça. Puis souvent si je me permets de faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire là, souvent, ce que je vais dire, c'est qu'on a tous des forces naturelles dans la vie. Et face à nos forces naturelles, quand on regarde quelqu'un d'autre, on a toujours le regard un peu plus de jugement, en disant, bien, comment ça, elle ne comprend pas? Mais on ne va jamais mettre la perspective que ce n'est pas cette personne-là qui a de la difficulté, c'est peut-être nous qui avons une force. Mais on n'a pas été élevés dans cet environnement-là. Et je suis d'accord avec toi, ben, au niveau de la formation, ben, plus on prend conscience de la réalité de l'autre, plus on va venir ajuster évidemment notre approche, notre formation, et que nous, on va se développer tout en développant la personne avec laquelle on travaille. Donc, je trouve que l'exemple est vraiment génial. Puis, tu sais, moi, dans ma pratique, je travaille beaucoup avec des professionnels, puis des gestionnaires, puis des directeurs, des directrices qui sont dans des milieux techniques. Tu sais, j'enseigne à l'École de technologie supérieure, puis les gens qui viennent prendre des formations, ils viennent souvent d'un milieu qui est très technique, les ingénieurs, dans des bureaux d'architectes, dans des gens qui travaillent chez Hydro-Québec, tu sais, des gens qui sont en informatique, qui sont tellement bons dans ce qu'ils font. Tu sais, j'étais dans une entreprise il n'y a pas longtemps, ils font des satellites. Ici, là, au Québec, puis ils font des satellites, ça tient, là, tu sais, puis ça fait le tour de la table. Ça m'impressionne, là. Tu sais, on jase autour d'une table, on fait un produit, tu sais, la NASA, c'est un de leurs clients, tu sais, tu vois le genre. Puis, si tu avais vu comment c'était compliqué de brancher le projecteur de PowerPoint à mon ordinateur quand j'ai commencé ma formation, là, tu avais 12 génies dans une salle, OK? Puis ça a dû prendre une grosse demi-heure. Puis là, tout le monde voulait, puis tout le monde parlait les uns par-dessus les autres. C'est pas parce qu'ils sont pas intelligents. Absolument. Là. Puis là, j'ai ri. Puis là, je leur ai dit à un moment donné, messieurs, on peut pas, ce jour-là, c'était juste des messieurs. J'ai dit, messieurs, on peut pas passer par-dessus l'ironie là, que ici, vous mettez des satellites en orbite. Et là, on n'est pas capable de brancher le PowerPoint. Ils riaient tellement, ils ont dit, Sylvie, en plus, c'est comme ça tout le temps. Tu sais. Exact. C'est une question de communication, ça. C'est pas parce que c'est un gros challenge, là. Tu comprends? T'as raison. T'as totalement raison. Et justement, si on poursuit sur cette lancée-là, on le disait tout à l'heure, la communication est au cœur aujourd'hui de toutes les organisations. Les enjeux, les défis passent tous par là. Selon toi, quel rôle devraient jouer les communications dans les affaires? Pas de communication, pas d'affaires. OK. Dans ma pratique, par exemple, j'ai une entreprise multinationale qui sont spécialisées dans le domaine agricole. Okay? Fait que tu travailles avec du vivant, les animaux, c'est vivant. C'est extrêmement sophistiqué, la chimie de ce qu'ils donnent, pour qu'ils soient bien nourris, pour qu'ils performent bien. Puis, les représentants de cette entreprise-là, bien, ils vont voir des agriculteurs. Ils sortent de l'université avec énormément de connaissances, puis ils vont voir quelqu'un qui, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, il travaille dans son entreprise avec des centaines d'animaux, puis qui voit peu de personnes. Si tu n'arrives pas à lui donner le goût instantanément de te donner un peu de son temps, tu ne feras jamais d'affaires avec cette personne-là.
Puis on parle de millions de dollars en business parce que les agriculteurs, ils ont que des grosses fermes. Tu sais. Exact, exact. Pas de communication, pas d'affaires. Et souvent, je veux souvent dire, ben, les affaires, c'est une question de relation. Donc, on est sensiblement sur les mêmes eaux et les relations, ben, il ne peut pas avoir de relation s'il n'y a pas de communication. Donc, immanquablement, c'est un fil conducteur. Tu sais, dans une entreprise, mettons une entreprise québécoise là, qui fait faire de la machinerie haut de gamme, puis les ingénieurs, mettons, tu vas acheter une moto marine, OK? Puis c'est extrêmement sophistiqué, c'est un produit de luxe, ça coûte cher, tu sais. Et les ingénieurs qui sont là, ils pensent qu'il y aurait une meilleure façon de, en changeant quelque chose dans le processus de fabrication. Fait que là, l'ingénieur, il faut qu'ils aillent parler à quelqu'un sur le plancher à la fabrication. Puis s'il n'est pas capable de communiquer son idée, ça ne se fera jamais. Exact. Pas de communication, pas d'affaires, tu sais. Et justement, si on poursuit encore cette même discussion-là, pour être un bon communicateur, comme entrepreneur ou comme dirigeant aujourd'hui, c'est quoi la qualité essentielle qu'il faut qu'on aille? Je vais répondre avec un comportement, pas avec une qualité. La qualité, là, ça sera un petit peu générique. Là, je te dirais la qualité d'être quelqu'un qui écoute, mais je vais aller plus loin parce que je trouve ça trop générique. Ça prend de savoir comment on peut prouver qu'on a compris ce que l'autre voulait nous dire pour diminuer nos angles morts en communication. Ça prend d'être capable de dire, OK, ce que tu veux me dire, Vincent, là, c'est que je dois trouver une qualité pour voir qu'est-ce qui pourrait aider les gens qui écoutent à mieux faire ce qu'ils ont à faire. Là, je viens de te reformuler ce que tu m'as demandé. Puis là, je vais dire, est-ce que c'est ça? Puis là, tu me dis, oui, c'est ça. Puis là, il y a une ouverture parce que là, tu as la preuve que j'ai compris. Puis là, je rentre vite dedans. OK? C'est pas académique, c'est pas condescendant. L'affaire, c'est qu'on ne nous apprend pas à faire ça, on nous apprend ça très tard, ou on trouve que c'est comme répété comme un perroquet. Puis tant que les gens ne sont pas présents à la confiance qu'ils ont dans l'autre, ce qu'ils vont dire ne pourra pas avoir tout l'impact que ça aurait pu avoir. Assurément, et la personne qui est en avant n'aura pas l'ouverture nécessaire pour recevoir ce que la personne a à dire parce qu'il n'y a peut-être pas eu cette communication-là ou ce partage de confiance-là initialement. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. C'est tellement fondamental que c'est par-dessus ça qu'on passe trop rapidement. T'sais, je le résume, là, ça se dit en une phrase, là, on parle toujours à quelqu'un d'abord, ensuite de quelque chose. Alors, j'adore ça. Je trouve ça intéressant, il faut qu'on répète ça. On va parler à quelqu'un en premier et ensuite de quelque chose. J'adore ça. J'adore ça, je trouve ça. Et simple, je trouve que ça frappe l'imaginaire et ça nous permet effectivement de mettre en pratique ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire ne pas nécessairement répondre, mais plutôt reformuler afin de s'assurer de mettre en place un espace de communication, un espace d'échange, plutôt que de juste jouer au ping-pong et de créer peut-être beaucoup de perceptions et de jugements dans la façon dont on a pu dire les choses ou compris les choses. Oui, exactement. Puis c'est exactement ça. Et c'est tellement fondamental qu'on passe par-dessus. On parle de quelque chose, puis quand la personne se referme ou qu'elle ne comprend pas comme on pense qu'elle aurait dû le comprendre, on se dit, ben, je comprends pas qu'elle comprend pas. Là, il faut revenir. Je parle à Vincent de ça. Fait qu'est-ce qui fait qu'il y avait une fermeture ou une barrière que Roger n'avait pas quand j'ai parlé à Roger hier du même sujet? Puis ça, c'est pas un talent. Ça s'apprend. Ouais. Ça prend. Puis, et je vais faire un parallèle avec la vente parce que, bon, tu sais, c'est une de mes expertises, mais ça ne peut pas être plus juste ce qu'on vient de dire là. Souvent, moi, je dis aux vendeurs ou aux représentants que je peux coacher, que je peux former ou que je peux accompagner, arrêtez de répondre. On ne vend plus avec des réponses, on vend avec des questions. Donc, prenez le temps d'ouvrir cet espace-là en s'assurant que la personne est prête à discuter avec vous. Après ça, vous pourrez présenter ce que vous avez à présenter. Mais assurez-vous au début,
Arrêtez juste de répondre. Si quelqu'un pose une question, si on répond du tac au tac, très souvent, ce qui peut arriver, c'est que la personne a la perception d'une justification au lieu d'avoir la perception de on veut expliquer quelque chose et on veut travailler ensemble. C'est mortel. Écoute, j'ai déjà acheté une auto. Oui. Je magasinais une auto. Puis là, j'étais prête à acheter une voiture. Puis tu sais, c'est quand même toujours beaucoup d'argent, là, une voiture. Exact. Puis je suis déjà sortie du concessionnaire en allant chez un autre concessionnaire parce que je ne voulais pas acheter de ce vendeur-là. Je n'allais pas donner autant d'argent à quelqu'un qui me tombait sur les nerfs. Je suis allée ailleurs pour acheter la même auto que j'étais prête à acheter là parce que le vendeur me tombait sur les nerfs. Dis-moi que je suis toute seule à faire. Jamais de la vie. Non, j'ai fait la même chose que toi et même dans mes formations et dans mes conférences, je mets en scène cet événement-là qui m'est arrivé. Bref, on est vraiment, vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais. Avec les médias sociaux qu'on voit aujourd'hui, parce que bon, la montée d'Internet, des médias sociaux est venue un peu chambouler tout le monde des communications. Hein. On voit que les relations entre humains et humains ont changé, mais encore plus, je crois, entre entreprises et clients, même si ça reste des humains, ça a complètement changé. Ouais. On fait quoi avec ça? Comment on fait pour mieux connecter? Comment on fait pour rester quand même dans une communication efficace malgré ou avec ou grâce aux réseaux sociaux? Je ne sais pas sur quel angle on peut le prendre. Bien, moi, je le dirais comme suit. En faisant la différence entre la communication et l'information. Moi, c'est ça qui m'a sauvée. Là, je te dirais, je parle de la pandémie. C'est au moment de la pandémie que ça m'est vraiment apparu là, en 3 dimensions. Là, avec des clochettes, là, le monde a changé en peu de temps. Puis l'information, c'est l'échange qu'on a, mais qui n'est pas en direct. Fait que les réseaux sociaux, à moins qu'on fasse un live avec quelqu'un là, sur les réseaux sociaux, c'est indirect. Je vois ce que tu as posté sur LinkedIn ou ce que tu as mis, ton reel sur Instagram. Je le vois, puis si je réagis, tu ne me vois pas réagir en direct. Tu me vois dans mes commentaires ou après le fait. Donc, quand j'envoie un courriel à quelqu'un ou que je mets un post sur les médias sociaux, je suis en train d'échanger de l'information et la définition, c'est parce que c'est en indirect. Quand je suis en communication, je suis en direct. Donc, j'adore. Une magnifique nuance, encore une fois, extrêmement simple à comprendre. Oui. C'est là que je me sauve, puis là, je vais aller, ce que ça me sauve, je te dirais, parce que là, je vais aller plus loin dans l'utilisation de ça. C'est que quand il y a de la tension, il y a un peu de frustration. Tu sais, tu dis, voyons donc, tu lis un courriel, par exemple. Là, tu dis, voyons, comment ça se fait qu'il m'écrit ça? C'est pas ça qu'on avait dit. Tu sais, il y a un peu de tension, là. On ne va jamais résoudre. On ne va jamais influencer l'autre personne à voir les choses autrement en échangeant de l'information. Fait que c'est pas par texto que je vais réussir à influencer ton idée. C'est malheureusement encore avec la bonne vieille communication. Puis là, on peut le faire en Google Meet, on peut le faire en réunion Teams, on peut le faire en Zoom, on peut le faire tout simplement au téléphone dans l'auto. L'important, c'est que ce soit en direct parce que c'est juste en direct qu'on peut parler de communication. J'adore ça parce que, effectivement, là, il y a une distinction qui pour moi est importante, c'est-à-dire l'information qui est de l'indirect et la communication qui est du direct. Mais c'est la communication qui, elle, a le pouvoir d'influence et de décision. L'information vient nourrir certaines possibilités, mais c'est la communication qui, elle, a un ascendant dans la clarté du message qu'on peut apporter. Oui, l'information va amener du complément d'information, comme on peut le dire, mais c'est vraiment la communication qui est le volet plus influence. Puis je vais simplifier ça. Je vais apporter une notion qui simplifie quand ça va pas bien, quand il y a de la tension. Parce que Vincent, si ça va bien, là, on peut s'envoyer des messages par courriel tant qu'on veut. On peut se texter tant qu'on veut. Puis si ça va bien, puis j'ai pas d'a priori, je vais faire « Ah, Vincent, il veut changer ça. Je prends mon téléphone, il veut changer ça. » Pas de problème. Mais s'il y a de la tension entre nous deux, puis là, je fais « Voyons donc, qu'est-ce qu'il fait encore de vouloir changer l'heure de l'affaire? Bon, une autre affaire. » Je réussirai pas
par un texto ou par de l'indirect, à faire disparaître cette tension-là ou à t'influencer. C'est quand ça va pas bien que là, c'est la communication que ça prend. Puis l'affaire, c'est que c'est la dernière chose que ça nous tente de faire. Quand il y a de la tension, d'être en direct avec quelqu'un. Super intéressant. Et ça me permet de faire un lien avec ce que j'ai nommé moi-même ton leitmotiv à toi du début, c'est-à-dire pour changer, évoluer, il faut comprendre. Et pour communiquer efficacement, il faut savoir connecter avec l'autre. Peux-tu m'expliquer ta vision? Comment tu l'expliques, ce genre de leitmotiv-là? Ben oui. Moi, je dis, c'est pas parce qu'on s'est parlé qu'on s'est communiqué. C'est pas parce qu'on s'est communiqué qu'on s'est connecté. Tu sais? J'entends quelqu'un qui va me dire, écoute, Sylvie, ça fait 3 fois j'ai dit, puis il change pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je vais répondre, là, c'est parce que tu y as juste parlé. Tu y as juste parlé. Parler, là, c'est, je te dis quelque chose, puis ça peut passer par-dessus. Puis là, on dit, ouais, mais j'ai dit 3 fois, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ça, c'est une excellente question. Mais on ne la pose pas comme une question. On dit, c'est comme si on sous-entendait, il n'y a rien d'autre à faire. Okay? C'est pas parce qu'on s'est parlé qu'on s'est communiqué. Puis communiquer, ben, c'est en direct, comme on disait il y a 2 minutes. Puis communiquer, c'est réagir au moment présent à ce que tu m'envoies dans le contenu, mais aussi dans le sous-entendu, dans le ton, dans le non-verbal, parce que notre cerveau, il réagit beaucoup plus au ton qu'on utilise, puis aux signaux non-verbaux qui réagit au contenu des mots. Si tu me dis « Comment ça va, Sylvie? » Je te réponds « Ça va. » Tu vas me dire « T'es sûr? » Je dis « Ben oui, ça va. Je t'ai dit « Ça va. » Les mots sont corrects, mais tout ton cerveau il a enregistré un message qui est beaucoup plus grand que juste le texte. Puis ça, c'est souvent dans notre angle mort. On ne voit pas ce qu'on a projeté, qui a été perçu par l'autre, qui fait que l'autre, il s'est refermé. Mais là, mais j'y ai dit, franchement, tu dis avec cette face-là, bien là, ben c'est ça. Et comment on peut changer ça? Comment on peut s'améliorer dans cet angle mort-là? Parce que c'est un angle mort, donc on ne le voit pas. Comment on fait pour être capable de s'améliorer dans cette sphère-là communicationnelle? De tellement de façons. Mais la première, c'est en étant présent à la réaction que les autres, ils ont à nous. En étant présent à ça. Puis, étant présent pour comprendre comment ils ont compris versus leur expliquer qu'ils n'auraient pas dû comprendre ça comme ça. Je te fais un petit exemple parenthèse. Ma vie est une série d'exemples constamment, là. Constamment. Ils sont toujours à jour, ma vie évolue. J'étais très récemment dans une rencontre de famille, puis il y a quelqu'un qui est venu me partager qu'elle a un nouvel amoureux. Alors, elle est veuve depuis plusieurs années, elle a 65 ans, puis elle est venue me dire toute sa joie d'avoir rencontré quelqu'un, puis il est significativement plus âgé qu'elle, elle a 60, un peu plus que 65, puis lui, il a 80. Pleine forme, j'ai rencontré les deux. Tu sais, là, si elle me le dit pas, là, je le sais pas, tu sais. Sauf que ce monsieur-là, il a une fille qui a presque l'âge de mon ami. Ben là, tu dis, ouais, ça se peut, là, tu sais, mais là, on est dans la soixantaine, tu comprends? Bon, et là, elle vient me dire, tu sais, bon, même si elle a presque mon âge, puis on n'est pas des enfants, on s'entend, on a l'âge des grands-parents, ben elle est bête. Elle n'a pas l'air trop contente que son père, même si sa mère, ça fait des années qu'elle est morte. Puis bon, tu vois l'enjeu, là. Puis bon, les enfants pourraient avoir 12 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans. Cette relation-là est temporelle. Puis là, puis moi, dans ma vie personnelle à moi, j'ai vécu ça, Vincent, parce qu'il y a 12 ans, quand je rencontrais mon mari, il était veuf. Et il y avait une grande fille de 30 ans. Fait qu'elle venait me voir en me disant, toi, Sylvie, tu as vécu ça. Tu sais? Puis, oui, et j'ai mis en pratique tout ce que j'enseigne pendant quelques années.
je prends tout le crédit, OK? Et ça va maintenant bien, mais c'était du travail. Je reviens au cœur de l'histoire. Je te dis ça parce que son but à elle, à cette amie-là qui me racontait ça, c'était de lui montrer à la fille de son nouveau chum, de lui montrer, de lui faire comprendre. Je veux qu'elle voie que. Puis là, j'étais là, non, non, tu n'as rien à montrer. Il faut que toi, tu te mettes à sa place, puis que tu commences par comprendre c'est comment pour elle. Il faut que toi, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise sur qu'est-ce que tu. Tout le monde, Vincent, veut que les autres comprennent c'est comment pour nous. Tout le monde, tout le temps. Que tu aies 65 ans avec ton nouveau chum de 80 ou que tu sois un patron avec des nouveaux employés qui sont des milléniaux, puis tu dis, ben voyons donc. Alors, on renverse la vapeur. On lâche prise sur se faire comprendre, puis on essaye de comprendre avant. Après ça, tu décideras quelle approche tu vas avoir. Fait qu'il faut commencer ce que j'appelle un virage à 180 degrés. De comprendre la réalité de l'autre avant d'essayer d'exprimer la sienne. Oui. Puis, ça n'empêche pas qu'on va avoir des jugements. Mais j'ai un ex-patron que j'adorais qui me disait, Sylvie, c'est pas parce qu'on a des jugements qu'on va les condamner. On va avoir des jugements, c'est plus fort que nous parce qu'on a des opinions. Mais je peux avoir un jugement qui est une opinion, mais je ne vais pas te condamner. Ça veut dire que je ne vais pas agir à partir de mon jugement. Je vais agir en fonction de ce qui est approprié ou de ce que je veux obtenir dans la relation. Puis, à chaque fois que moi, je le fais dans ma vie à moi, je trouve ça dur parce que je préférerais que les autres fassent ça pour moi. Fait que c'est pas parce que c'est facile, c'est parce que ça marche. Magnifique. Le seul obstacle à faire ça facilement, là, c'est notre ego. Sinon, ça le fait. Tellement important que je suis en train de m'étouffer. Le temps que tu reprends ton souffle. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de limite. Ouais. On a tous un point de non-retour, puis je ne le connais pas, le tien, mais je veux que tu le saches, puis que tu lâches prise librement, plutôt que de dire il n'y avait rien à faire avec elle. Puis là, c'est les autres qui ont décidé que tu arrêtais d'essayer. Moi, une de mes valeurs, c'est la liberté. Fait que ce que j'enseigne dans les entreprises pour que les relations aillent mieux, puis qu'on soit plus efficace, puis plus productif, puis qu'on vende plus, bien, c'est d'être capable de dire sur quoi j'ai eu du contrôle, moi. Sinon, si je savais comment faire pour que les autres changent, c'est là-dessus que j'aurais écrit un livre, puis ça serait un autre best-seller de millions de copies, tu comprends? C'est pas comme si je le savais, puis je gardais ça secret, là. Exact. Sylvie, c'est vraiment super intéressant. Il reste quelques questions, mais je ne peux pas passer sous silence ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Ta mère, mon père. J'ai envie de t'entendre sur ce magnifique projet-là, pas nécessairement dans les détails, mais quand même, comment tu as été mis en contact avec eux, le rôle que tu y occupes et l'expérience vue des yeux de Sylvie. C'est quoi? Mais là, on est dans un rêve réalisé parce qu'il y a quelques années, j'ai eu le souhait d'écrire et de publier un livre. Et là, je vais dire curieusement, ce livre-là, il était du domaine personnel. Oui. Et il venait de mon expérience personnelle où, après mon divorce, quand j'ai eu 35 ans, j'ai voulu refaire ma vie. Puis j'ai été dans un grand désert pendant 15 ans, un célibat involontaire. Je rencontrais des personnes, mais ça ne marchait pas. Je bâtissais rien. Puis plus le temps passait, plus j'étais résignée. Et j'ai appris, j'ai été très lente, mais j'ai appris, puis j'ai changé des choses. Et à l'âge de 50 ans, j'ai rencontré Alex, qui est mon mari actuel. Ça fait 5 ans qu'on est mariés, 12 ans qu'on est ensemble. Je te dis ça parce que... Merci. Merci, oui, ça prend quelque chose. À tous ceux qui sont mariés depuis longtemps, ils savent. Oui. Ça demande quelque chose. Et j'ai écrit Choisir et être choisi. J'ai écrit Choisir et être choisi. Oui. Puis, ça m'a vraiment pris par surprise parce que
moi, mon travail, puis ma communication, puis tout ça, ça se fait dans le domaine des entreprises avec des organisations. Fait que j'ai suivi ce rêve-là qui m'a pris par surprise. Et il est publié chez Béliveau Éditeur. Je fais des ateliers pour les gens qui étaient dans une situation un peu comme la mienne, qui ont une belle vie, des amis, des enfants, des petits-enfants, de belles carrières, mais pour qui le domaine perso leur échappe. T'sais. Et j'ai écrit un deuxième livre. Fait que ça, c'est un deuxième rêve. Là, je n'avais même pas rêvé à un deuxième. Et j'étais pour ce deuxième livre-là qui, lui, porte sur les communications en milieu de travail. Puis, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a maintenant un équilibre. On communique au travail, puis on communique dans la vie privée, puis on est une seule et même personne, mais c'est pas vrai qu'on communique de la même façon nécessairement. Exact. Fait que là, on a l'équilibre. Tout ça pour dire que ça, c'est un domaine qui est une surprise pour moi dans ma carrière. T'sais, autrice, conférencière là-dessus. Et au Salon du livre de Québec ce printemps, j'étais là pour mon deuxième livre. Et c'est là que la synchronicité a joué. Parce que à côté de moi, chez un autre éditeur, il y avait une autrice qui présentait son livre, qui m'a vue en interaction avec les lectrices qui venaient me voir, puis qui est venue me dire, Sylvie, moi, j'ai un livre, mais je suis aussi responsable des programmes chez TVA. Et on est en train de préparer une émission et on va avoir des coachs dans cette émission-là sur les relations. Puis là, je t'ai regardé en interaction avec les gens, je vois ce que tu as écrit, j'aimerais ça que tu fasses partie de l'émission. Pour moi, là, Vincent, on travaille fort dans une direction, là, fort dans une direction, puis tout à coup, l'univers vient nous aider de l'autre bord. Faut savoir que tout ça, c'est relié. Et j'ai passé une audition, et cet été, il y a eu les enregistrements de cette émission-là qui commence le 12 septembre à 8h le soir à TVA, qui s'appelle « Ma mère, ton père », et qui est une communication, une émission sur les relations puis la communication. Et je fais 3 ateliers. Puis là, je dis ça au conditionnel parce que je sais qu'on a enregistré 3 ateliers d'1h30 qui, une fois à l'écran, vont peut-être devenir 2 ateliers de 2 minutes. Je ne sais pas comment ça va être, mais de passer du côté grand public, c'est un rêve et toute qu'une aventure. J'ai bien hâte de t'y voir. J'ai bien hâte de t'y voir. Au moment où on enregistre, on est avant le 12 septembre. Au moment de la publication, on sera peut-être légèrement après. Mais pour les gens qui nous écoutent, vous aurez l'occasion de revoir Sylvie, ou peut-être que vous l'avez déjà vu et que vous nous écoutez par la suite, de voir Sylvie dans l'émission « Ta mère, mon père » sur les ondes. Ma mère, ton père. Puis, s'il y a de la curiosité, sur mes réseaux sociaux puis sur mon site Internet, quand on va savoir les jours exacts de diffusion, parce que sur 13 épisodes, je serai dans 3. Je vais écrire l'information aussi. Mais c'est une belle émission. C'est bienveillant. J'ai hâte de voir. Vraiment, vraiment très hâte. En terminant, je termine toujours mes entrevues de la même façon. 2 ou 3 conseils, Sylvie. 2 ou 3 conseils pour nous aider à mettre la communication au cœur de nos entreprises, de notre pratique, pour nous aider à s'améliorer, à grandir, à évoluer, à propulser nos affaires. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme 2 ou 3 conseils? Oui, bien, premièrement, apprenez à retenir vos réponses. Commencez par développer le goût de vraiment comprendre en reformulant. On parle toujours à quelqu'un de quelque chose et le temps qu'on prend à faire cette connexion-là, c'est du temps de gagner pour toute la sagesse infinie qu'on va pouvoir partager par la suite. Ça, c'est vraiment une chose que moi, je vais retenir. On parle à quelqu'un de quelque chose. J'adore. Et la reformulation, ça, c'est ton premier conseil. Ton deuxième conseil? Mon deuxième conseil, c'est de s'entourer de gens
qui nous disent la vérité avec bienveillance. Mhm. Quand on est en affaires, qu'on est un entrepreneur, c'est un peu comme la traversée en voilier du Vendée Globe. Même si tu as une équipe au sol, c'est toi qui prends les décisions selon le temps qu'il fait, c'est toi qui es sur le bateau. Fait que s'entourer de gens qui vont nous dire la vérité, mais avec bienveillance, parce que c'est dur ce qu'on fait. C'est dur de se ramasser par les bretelles. On a beaucoup de chapeaux. Fait que s'entourer de gens qui vont nous dire la vérité avec bienveillance. Et le troisième? Le troisième, c'est faites ce qui vous fait peur. Oh. Faites ce qui vous fait peur. De l'autre côté de la peur, il n'y a rien. C'est quoi, c'est rien? Mais si on pense aux décisions qu'on a prises, puis on avait tellement peur, puis on a dit « OK, je vais dire oui, OK, je vais y aller, OK, je vais essayer ». Une fois qu'on est passé du côté de la peur, c'est pas qu'il n'y avait rien comme il n'y avait pas de circonstances, mais elle nous empêchait de rien. Elle nous protégeait de rien. De l'autre côté de la peur, c'est rarement pire que ce qu'on avait envisagé. C'est rien. Moi, je le vois comme ça, comme un mantra, puis ça ne me fait jamais avoir moins peur. C'est juste dans l'action de la traversée que tout à coup, on fait « Ah, OK. » C'est rare dans la vie qu'on a pas eu peur pour rien. On a souvent peur pour rien. Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas épeurant. Non, ça ne veut pas dire que c'est pas épeurant. 3 choses. Je répète ces trois conseils extrêmement judicieux. Le premier, on parle à quelqu'un de quelque chose. Donc, la reformulation, essayer d'arrêter de répondre immédiatement. La deuxième chose, s'entourer de gens sincères et bienveillants. Et la troisième chose, faites ce qui vous fait peur. Sylvie Tifo, merci. Merci vraiment, c'était un partage incroyable. Merci de ta générosité. Je le répète, merci de ta couleur, ton côté pétillant, tes exemples éloquents. Je pense que les gens auront énormément apprécié. Et pour ceux qui l'ont découvert pour la première fois et qui veulent en savoir plus, Sylvie, on te rejoint comment? On me rejoint avec mon nom, Sylvie Tifo. Alors, dès qu'on fait sylvietifo.com, on voit apparaître sur les réseaux sociaux, mon site web, toutes les informations pour me rejoindre sont à partir d'écrire mon nom dans un moteur de recherche quelque part. J'ai peut-être piqué la curiosité de certaines personnes pour le travail que je fais en entreprise, avec les livres que je fais, que j'ai écrit. J'ai peut-être piqué votre curiosité pour votre vie personnelle. Alors, j'ai des ateliers aussi qui peuvent s'adresser à vous personnellement. Le fil conducteur de la communication, c'est la personne qu'on est. Fait que ça aussi, en écrivant mon nom, sylvietifo.com, on va me voir apparaître partout. Et on aura le grand plaisir de te voir, la binette, comme on dit en bon québécois, sur les ondes de TVA cet automne, l'automne 2024. Sylvie, un immense merci. Ce fut un grand plaisir d'échanger avec toi. Et pour vous qui nous écoutez, qui nous voyez, peu importe sur quel médium, si vous avez apprécié, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous sur le podcast Propulser vos affaires. C'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao tout le monde et à très bientôt.